Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorat sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Jeudi 30 septembre est déjà le numéro 18 de notre émission Décryptons le monde. Avec ce nouveau numéro, nous poursuivons nos analyses géopolitiques en compagnie de notre fidèle expert Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, Gérard Vespierre, vous avez souhaité pour cette première partie d'émission ouvrir une fenêtre sur l'Inde en titrant « L'Inde, un géant très courtisé ». Pourquoi avoir voulu ce matin nous emmener en promenade sur les bords du Gange ? Bravo tout d'abord pour cette idée de promenade. Nous sommes tous les jours exposés aux actions ou décisions chinoises, américaines, russes et autres, mais beaucoup moins à l'univers indien. Or, avant la fin de cette décennie, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde et maintiendra sa position de plus grande démocratie mondiale. À l'heure de la poussée géopolitique chinoise, de la montée en puissance des régimes autoritaires, il est donc particulièrement intéressant de se pencher sur le géant indien. Et actuellement, comment ce géant indien se présente-t-il à vos yeux ? Si vous souhaitez me faire réagir en termes d'image, eh bien, je perçois un éléphant. Animal si présent d'ailleurs dans l'univers indien des dieux sous le nom de Ganesh. Mi-homme, mi-dieu d'ailleurs, il incarne à la fois la sagesse et l'intelligence. Sous un autre regard, je dirais que l'Inde fait du temps son allié, alors que la Chine semble beaucoup plus lutter contre le temps. Comme l'éléphant, l'Inde est sûre de sa force, avance lentement et trace sa propre route. Nous retrouvons là presque tous les ingrédients de la géopolitique indienne. Belle comparaison. Avant de nous diriger vers des éléments géopolitiques, peut-être pouvez-vous nous situer ce pays d'abord sur le plan économique ? Oui, bien volontiers. D'un point de vue production de richesse, le produit intérieur brut indien par habitant se situe seulement un peu au-dessus de $2000 par an, tandis que celui de la Chine est un peu au-dessus de $10 000. Donc un rapport de 1 à 5 entre les deux pays, on voit que l'Inde est toujours un pays pauvre. La consommation de pétrole indienne est seulement 40% de la consommation de pétrole de la Chine. Les deux pays sont par contre les plus dépendants au monde vis-à-vis du charbon. L'Inde produisant 74% et la Chine 57% de son électricité à partir du charbon. Si donc c'est les deux plus grands pollueurs du monde, l'Inde reste loin du développement industriel et technologique chinois, même si sur le plan informatique, la célèbre ville de Bangalore, a une réputation mondiale. Gérard, nous avons bien noté ce contexte économique. Peut-être est-il possible de faire un saut dans l'histoire de l'Inde et savoir quels sont ses grands enjeux géopolitiques ? Elle a fait partie dans les années 60 des pays non alignés autour de sa figure politique d'alors, Nehru. Mais sa rivalité vis-à-vis de la Chine s'est rapidement établie avec l'invasion par cette dernière du Tibet au début des années 50. Depuis lors, cette tension et cette rivalité s'est maintenue, et comme l'a encore vu récemment, dans leur combat meurtrier sur leurs frontières himalayennes au Ladakh, face à cet antagonisme chinois. Eh bien, il y a toujours le problème du Cachemire avec le Pakistan, les visées stratégiques de l'Inde sur l'Afghanistan et le regard de Moscou, grand fournisseur d'armes. Donc, le problème du Cachemire, effectivement, tourne autour de la situation de la minorité musulmane. Un peu moins de 20% des Cachemiris sont musulmans, d'où l'instabilité de la région entretenue
par le Pakistan. Donc les visées stratégiques indiennes sur l'Afghanistan sont un peu la réponse du berger à la bergère, à savoir l'intervention derrière géographiquement le Pakistan, donc beaucoup plus à l'ouest, juste derrière le Pakistan se trouve l'Afghanistan. Donc le fait pour l'Inde de s'occuper et de prendre position en Afghanistan est une façon d'encercler le Pakistan. Et vous avez le regard de Moscou, donc qui est effectivement le grand fournisseur d'armes historiques, armes terrestres, de chars, armes aériennes, les fameux MiG, et aussi bien sûr armement naval, y compris un porte-avions et des sous-marins. Enfin, il y a le regard de Washington, qui est aussi un regard militaire, parce que la façon de vendre des armes américaines à l'Inde est de minimiser l'influence russe, donc c'est un premier avantage, et deuxièmement, de constituer un partenariat entre l'Inde et les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Enfin, il y a le regard de la France, qui tourne vers l'Inde un regard militaire et technologique. Nous connaissons les ventes de Mirage et plus récemment de Rafale, et puis donc les relations très anciennes entre le Centre national d'études spatiales français et l'équivalent l'ISRO indien. Donc regard militaire et technologique de la France. Et entre ces différents partenaires que vous venez de citer, l'Inde fait-elle un choix ou essaie-t-elle simplement de maintenir une même distance avec chacun de ses principaux interlocuteurs ? Si vous le voulez bien, regardons la situation avec ces trois courtisans que sont la Russie, les États-Unis et la France. Donc la Russie essaye de faire venir plus proche d'elle l'Inde en l'ayant fait rentrer dans l'organisation de coopération de Shanghai, donc qui réunit également le Pakistan, très récemment l'Iran, la Chine bien sûr, donc et les pays d'Asie centrale, donc qui sont tournés vers la coopération sécuritaire. La crainte des mouvements djihadistes y joue un grand rôle. Donc il y a aussi de la part de cette organisation, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, donc des visées éventuelles à plus long terme, économiques et aussi militaires. Donc les États-Unis, qui considèrent l'Inde comme le grand rempart contre la Chine, donc ont petit à petit réussi des ventes d'armes, dans un premier temps dans ce qu'on appelle non létales, c'est-à-dire qui n'apportent pas de destruction, comme des avions militaires de transport, comme des avions militaires de reconnaissance maritime, et puis première vente de matériel létal, des hélicoptères anti-chars. Donc on voit que les États-Unis, petit à petit, grignotent ce grand marché mondial des armements en Inde. Et d'un point de vue politique, donc, on fait rentrer l'Inde dans ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire cette alliance qui réunit les États-Unis, le Japon et l'Australie. Et donc, il y a eu déjà des réunions au niveau des chefs d'État, réunions virtuelles, bien sûr, en 2021, mais qui est, voyez-vous, ce Quad, c'est un immense effort géostratégique et géopolitique américain pour contourner la Chine dans son expansion. Enfin, la France, effectivement, est présente avec des activités militaires. Il y a des rafales tout récents. Il y aura peut-être d'autres rafales. Nous sommes également présents en Inde avec des sous-marins, cette fois-ci de type Scorpène, et aussi en technologie spatiale. Donc, il y a cette stratégie de l'Inde d'avoir aussi bien des fournisseurs d'armement russes, américains, français. Donc effectivement, on ne se lie pas à un camp, on essaye d'avoir des relations équilibrées avec tous.
Vous venez de décrire les États-Unis comme étant le grand rempart contre la Chine. Est-ce que cette position leur permet-elle de se différencier, de marquer des points comme partenaire privilégié avec New Delhi? Alors, effectivement, parce qu'en plus de cette structure du Quad dont nous venons de parler, les États-Unis ont mis au point, donc bien sûr avec l'entier accord et la participation de l'Inde, d'une réunion de ce que l'on appelle les 2+2. Et donc les 2+2, ce sont les deux ministres des Affaires étrangères et de la Défense indiens qui rencontrent leurs homologues de la Défense et des Affaires étrangères américains. Donc ces rencontres ont lieu 2 fois par an et bilatérales. Donc nous sommes là, voyez-vous, quand même dans un suivi à très haut niveau, très ciblé en termes d'activité entre la défense et les affaires étrangères, donc la diplomatie, et bien sûr tout cela étant destiné à contenir la poussée chinoise. Et en plus de ce quad, en plus de cette réunion 2+2, eh bien, il y a des manœuvres militaires conjointes, pas seulement entre les États-Unis et l'Inde, mais qui comprennent aussi la participation du Japon, qui participe aussi avec quelquefois des activités françaises, des bâtiments français. Donc il y a une véritable internationale de la coopération militaire navale dans cette région du monde. Donc il est question, en ce qui concerne les États-Unis, de fournir d'autres équipements militaires à l'Inde, d'avoir une augmentation de sa capacité d'aide dans le domaine du renseignement spatial et de la logistique militaire. Donc les États-Unis font tout pour renforcer cette alliance avec leurs partenaires indiens. Et à travers tous ces éléments, faut-il voir poindre à l'horizon une possible alliance entre New Delhi et Washington contre la Chine? N'oublions pas la règle fondamentale de la diplomatie indienne, l'équilibre, peut-être issu des règles de sagesse. Donc il y aura non pas une alliance, mais un partenariat entre Washington et New Delhi, un partenariat équilibré et qui a été initié relativement récemment grâce à l'action du Premier ministre Modi. Mais cela n'empêche pas donc l'Inde de continuer à s'approvisionner en système donc antiaérien militaire russe, les fameux S-400, et d'avoir la France en tant que partenaire complémentaire. Merci Gérard de nous avoir fait vivre cet art de l'équilibre diplomatique indien au milieu des États qui courtisent sa puissance géopolitique régionale. C'est la fin de notre première partie d'émission. Restez avec nous. On se retrouve pour la suite après une pause de quelques minutes.